tout d'abord remercier aussi le comité d'organisation de m'avoir invité aujourd'hui à découvrir cette ville dans laquelle je me sens naturellement très bien, comme le disait tout à l'heure Thérèse. Il y a des villes comme ça qu'on découvre. Et donc le comité d'organisation et aussi en profiter d'avoir monsieur et madame Touchon devant moi, sans qui ce travail n'aurait pas été possible à présenter aujourd'hui, puisque depuis 10 ans je travaille dans le service du professeur Touchon, qui est très ouvert au développement de ces techniques non pharmacologiques et qui apporte un énorme soutien à tous ces travaux de recherche. Donc, pour faire plaisir à Federico qui m'a demandé de vous parler un petit peu de l'oreille, ça va être très très bref, mais effectivement, avant de parler de musique, on parle de son, et ensuite le son qui va être produit, qui est un phénomène physique, va être effectivement capté par l'oreille, qui est effectivement la base de la réceptivité de la musique et des sons. Donc très brièvement, qu'est-ce que c'est qu'un son? C'est un phénomène physique, ça c'est aussi important de le rappeler, puisque c'est en fait une mise en vibration de l'air. Et en fait, cette vibration qui va effectivement être véhiculée par l'air va créer des pressions. Dans Tintin, on voit la Castafiore, notamment, qui va casser les carreaux par le son aussi. Donc c'est une mise en vibration de l'air, et cette oreille va capter et va décoder ces différentes vibrations en fonction de ces paramètres, et notamment des fréquences. Parce que nous, ici, on va appeler... Eh bien, voilà, on a le même symptôme, c'est Montpellier, ça provoque des ondes particulières. Donc en parlant d'ondes, justement, on est sur des ondes très très basses, donc c'est-à-dire que la vibration dans la seconde va être des vibrations très très lentes et des fréquences aiguës qui, elles, vont être des vibrations très rapides. À titre d'exemple, l'oreille humaine, selon Thomas Thiess, la référence a sauté, mais non, bon, si l'homme devrait pouvoir percevoir des vibrations, 15 vibrations par seconde, jusqu'à 15 000 voire 20 000 vibrations par seconde. Donc ce qui est important, c'est comment l'oreille, elle, va capter cette vibration, cette mise en vibration de l'air. Donc de façon très très schématique, il y a 3 différentes parties dans l'oreille. Il y a ce qu'on appelle l'oreille externe. L'homme est très bien fait puisqu'on a effectivement comme un capteur naturel, c'est le pavillon. Cette vibration va être captée par l'oreille, transmise jusqu'au tympan. Donc c'est une vibration aérienne qui va être transformée en vibration mécanique au niveau de l'oreille moyenne. Donc c'est ce qu'on voit au milieu. Donc ici, c'est une vibration aérienne qui va être ici transformée en vibration mécanique par la chaîne, ce qu'on appelle la chaîne des osselets, qui va, elle, vibrer et ensuite transformer cette vibration mécanique en mécanisme électrique au niveau de l'oreille interne. Cette oreille moyenne est importante puisqu'elle sert de régulateur. Par exemple, naturellement, si tout d'un coup il y a un larcène, naturellement, la chaîne de ces osselets va se contracter pour qu'on puisse nous protéger justement de ces interférences. Et au contraire, si vous voulez écouter une conversation très loin, vous l'écoutez les bruits d'une porte, vous allez au contraire vous détendre et vous allez capter ces vibrations. Et ensuite, un petit peu plus complexe, c'est ce qu'on appelle l'oreille interne, qui va effectivement transformer cette vibration mécanique en vibration électrique par ce qu'on appelle la cochlée, qui est composée en fait de plus de 15 000 petites cellules qu'on appelle les cellules ciliées, et qui c'est très intéressant, c'est comme un petit piano naturel qui, elle, va pouvoir capter, décoder chacune de ces fréquences du plus aigu au plus grave. Et donc naturellement, dans l'oreille interne, on a comme un piano qui va pouvoir décoder l'ensemble de ces fréquences, et ensuite qui vont être interprétées par le cerveau et décodées au niveau du cortex cérébral, et qui va ensuite effectivement interpréter ces sons. Donc, de façon encore très schématique, on a bien l'oreille externe, l'oreille moyenne avec les 3 petits osselets, la vibration mécanique, et ensuite l'oreille interne qui va transformer effectivement cette vibration en un flux électrique pour que ce soit décodé par le cerveau. Donc voici vraiment les principes de base de l'oreille. J'espère que ça aura été assez complet, Federico, parce que je n'irai pas plus loin. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, vibration aérienne, vibration mécanique, vibration électrique, et ensuite décodage. Donc maintenant je vais arriver sur le sujet qui m'intéresse un peu plus, qui est vraiment l'effet de la musique sur les émotions. Et quand on dit effectivement que la musique nous touche, elle nous touche émotionnellement, mais pour en revenir à ce que je viens de dire avant, c'est qu'elle nous touche bien sûr physiquement. Quand je vous parle, vous avez effectivement votre tympan qui se met à vibrer, et la musique a un impact physique aussi très important. Donc on est vraiment dans du physio-psychologique pur et dur. La musique a un effet physique et psychologique. On sait tous, d'après les études, depuis la nuit des, enfin, depuis, pas la nuit des temps, mais depuis des siècles, que la musique joue
un impact très important sur tous les mécanismes biologiques, et notamment les fréquences cardiaques et respiratoires. Donc, depuis quand l'homme utilise la musique dans un processus de soins? Depuis la nuit des temps. Les premiers médecins, les premiers guérisseurs étaient des sorciers, faisaient des incantations. Le mot incantation, ça vient du mot chant, et donc ces premiers sorciers guérisseurs utilisaient aujourd'hui à l'époque des plantes, ce qu'on peut appeler aujourd'hui la phytothérapie, mais toujours associées à une incantation, à l'utilisation de danses traditionnelles ou de rythmes, notamment utilisant principalement des percussions. Dans la Bible, l'exemple le plus connu, la lyre de David, qui va guérir le roi Saül de sa dépression, et bien sûr Platon et Aristote, qui sont les plus grands défenseurs des vertus thérapeutiques et pédagogiques de la musique. Pour Platon, par exemple, le sport et la musique font partie d'un équilibre très important. Le sport, effectivement, pour la médecine du corps, et la musique pour la médecine de l'âme. Donc le corps et l'esprit sont réunis par la musique. Extrêmement ancien, depuis les nuits des temps, l'homme utilise la musique dans un processus thérapeutique, mais extrêmement moderne, puisqu'aujourd'hui, grâce aux nouvelles techniques d'imagerie cérébrale et aux avancées scientifiques, on arrive à objectiver de façon très concrète l'impact de la musique, et notamment sur le cerveau. Elle avait été un petit peu écartée avec les théories très cartésiennes de la médecine traditionnelle, où effectivement l'organe était l'organe, et la prise de conscience de l'esprit, de la psychologie de l'homme avait été un petit peu écartée de la médecine. Et aujourd'hui, on redécouvre vraiment son pouvoir, et de temps en temps, voire très étonnant, de la puissance thérapeutique qu'elle peut avoir dans certains cas pathologiques. Donc on entend parler aujourd'hui des études chez les patients atteints d'accidents vasculaires cérébraux qui se remettent à parler beaucoup plus facilement suite à l'audition d'une musique, les patients parkinsoniens qui s'arrêtent de trembler au moment de l'audition musicale, et on retrouve aujourd'hui des faits vraiment, je vous dis, très intéressants et très étonnants de toutes ces applications qu'on peut faire. Alors je voulais aussi en profiter pour remercier la Fondation Médéric Alzheimer qui nous a aussi permis de faire un travail publié cette année, où l'objectif était un petit peu de faire un état des lieux, une revue de la littérature, de redéfinir la musicothérapie, ses différentes techniques utilisées, qu'est-ce que c'est que la musicothérapie et ses principaux modes d'action. Donc aujourd'hui, la musicothérapie, c'est bien sûr l'utilisation de la musique dans un but thérapeutique, c'est la définition un petit peu au niveau étymologique du terme, mais c'est aussi une définition qui nous a été ramenée par Suzanne Monroe notamment, en parlant de soins palliatifs, qui parle de l'utilisation intentionnelle et donc contrôlée de la musique par l'utilisation des propriétés et du potentiel de la musique et donc de son impact sur l'être humain. Ce qui est intéressant ici dans ces définitions, c'est le côté propriété musicale et le potentiel. Les propriétés de la musique, on les connaît toutes, c'est le rythme, la mélodie, l'harmonie, et bien sûr tous les paramètres du son, le volume, les fréquences. Mais le potentiel, c'est ce qui est intéressant, c'est que ce potentiel musical va interagir directement sur les troubles principaux de l'évolution de la maladie d'Alzheimer. La musique a un potentiel sensoriel, avant tout, comme je vous disais, c'est une mise en vibration qui est physique. Elle va avoir un potentiel cognitif énorme. Le nombre de fois où vous allez réécouter une musique qui va vous remettre 10 ans, 15 ans avant, donc sur la mémoire, elle agit. Au niveau émotionnel, comme le disait Wagner, je crois, ou je ne sais plus quel compositeur, Handel peut-être, qui disait que là où s'arrête le pouvoir des mots commence celui de la musique, la palette émotionnelle musicale a plus de sens qu'on ait de mots pour verbaliser toutes ces émotions. Et bien sûr, au niveau comportemental, on a fait l'expérience d'un rythme rapide qui va nous donner envie de marcher plus vite, au contraire un rythme très très lent qui va nous endormir. Et donc, toutes ces composantes qui vont activer la musique vont jouer directement sur l'évolution de la maladie d'Alzheimer notamment. Donc, aujourd'hui, les techniques de musicothérapie, en faisant une revue de la littérature, il y en a deux qui se dégagent vraiment. C'est une qui est dite active, qui va être basée sur la pratique instrumentale, notamment très utilisée dans la maladie d'Alzheimer, puisqu'elle va permettre la sociabilisation, elle va permettre de développer la créativité chez le patient. Et donc ici, on va utiliser notamment, toujours en fonction des préférences du patient, c'est très important aussi d'être dans une perspective individualisée, et toujours effectivement en prenant compte de l'histoire du sujet. En tant que musicothérapeute et intervenant au niveau de la musicothérapie active, on va effectivement s'intéresser d'abord au patient, savoir quel style de musique il écoute, si c'est plus de la musique classique, si c'est plus de la musique du monde, si c'est de la musique jazz. Et en fonction de ces paramètres, de ces éléments, on va adapter une technique qui réponde à ses besoins et à son individualité.
Les techniques réceptives, il y en a aussi plusieurs dans le domaine de la musicothérapie qui ont été recensées, mais dans la maladie d'Alzheimer, il y en a deux qui se dégagent encore. Une basée sur la détente psychomusicale, qui va permettre de réduire les troubles psychocomportementaux comme l'agressivité, l'agitation, le stress et différents éléments, et une technique aussi basée sur la stimulation cognitive, où là on va utiliser plus des chants ou des musiques connues qui vont permettre aux patients comme un travail de réminiscence et effectivement de verbalisation des émotions et surtout des souvenirs et de la vie autobiographique. Donc voici les principales techniques qu'on retrouve aujourd'hui en musicothérapie. Et donc là aussi, c'est un petit peu l'originalité de notre travail avec le service de neurologie, c'est de vous parler d'une nouvelle technique standardisée de musicothérapie qu'on a développée au sein du CHU de Montpellier, puisque en fonction des critères de recommandation et en vue des résultats de cette littérature scientifique, la problématique majeure est qu'il y avait un manque d'hétérogénéité dans les études et dans les techniques de musicothérapie. Il fallait aujourd'hui standardiser aussi des méthodes, des formations, pour qu'on puisse effectivement avoir des outils évaluables et utilisables à plus grande échelle. Donc ça fait 10 ans effectivement qu'on a développé, qu'on fait de la recherche dans ce domaine, et qu'on a développé donc une méthode standardisée qui répondait aux critères de réussite de ces séances de musicothérapie. Comme je vous le disais tout à l'heure, le critère principal, c'est d'adapter ces séances de musicothérapie en fonction de la culture et de l'individualité de la personne. Ça paraît évident, quelqu'un qui adore l'accordéon, si on peut travailler l'émotion, la mémoire, en lui faisant mémoriser des petites mélodies d'accordéon, il sera beaucoup plus sensible que de lui faire mémoriser d'autres types de mélodies jouées par d'autres instruments. Le temps de verbalisation aussi, en musicothérapie, c'est fondamental. La musicothérapie, il y a peut-être très peu d'autres solutions thérapeutiques qui symbolisent autant la relation d'écoute. Je travaille aussi en collaboration avec le service de neurologie dans le traitement de la douleur, et l'écoute est fondamentale, la relation d'écoute, de soutien, d'accompagnement. Et la musicothérapie est dans une relation d'écoute pure et dure. Donc la verbalisation, ce temps d'écoute est très important, et en fonction de ces critères de recommandation, notamment adaptés au sujet âgé, des séances variant de 30 à 45 minutes, en fonction des capacités des personnes, toujours s'adapter aux fonctions des capacités, sont intéressantes. Donc à partir de là, on a développé une technique réceptive basée sur la détente psychomusicale, où une première séance est organisée, toujours sur les recommandations et sous l'indication de l'équipe soignante, avec un questionnaire des préférences musicales qui nous permet de mieux connaître le patient, qui nous permet aussi un temps de discussion, un temps de sociabilité avec ce patient. En fonction de ça, on va adapter un style musical au goût des patients. La séance, ici, va durer 20 minutes d'écoute musicale, sachant qu'il peut y avoir 10, 15, 20 minutes de verbalisation et de temps d'échange avec ce patient. Et l'originalité pour standardiser aussi un petit peu ces techniques et ne pas diffuser de la musique sans avoir un contrôle sur les propriétés de la musique, au niveau du tempo, au niveau de la formation orchestrale, on s'est basé sur les principes de la relaxation, des techniques de sophrologie, d'hypnoanalgésie qui sont très peu utilisées chez le patient Alzheimer, puisqu'ils ont une mauvaise compréhension et une perte du langage. Mais comme on sait que la musique est un langage universel et un langage qui est primitif et qui est lui reconnu jusqu'à la fin de l'évolution de la maladie d'Alzheimer. Ils perdent l'usage des mots, mais les capacités musicales restent préservées jusqu'à la fin. Donc, basé sur ces principes effectivement de détente et de réduction des troubles psychocomportementaux, on est parti de l'hypothèse qu'il fallait représenter l'état de tension, d'agitation du patient, qu'on va symboliser ici par un rythme stimulant et une formation orchestrale importante. Et de façon très progressive, on va donc réduire tous les paramètres du son, le tempo, formation orchestrale, les fréquences vont être de plus en plus basses, et on va progressivement amener le patient à se détendre et quasiment voire à s'endormir. Et comme dans toutes les techniques de relaxation, il y a ce qu'on appelle une phase d'éveil, de reprise de conscience progressive de l'état d'esprit, qui ici sera plus symbolisée par de la parole, mais toujours par un discours musical où la pulsation et la formation orchestrale seraient reproduites. Donc on développe aujourd'hui avec différents compositeurs, puisque c'est de la musique originale, que instrumentale, qui ne fait pas utiliser ici le langage, et une musique justement qui est composée spécifiquement. Ici c'est David Bismuth, un des plus jeunes concertistes de l'Opéra de Paris, de l'Orchestre symphonique de Paris, qui nous a composé cette séquence de 20 minutes. Je vais vous faire écouter un extrait. Alors, vous allez voir, ça commence quand même assez calme.
Donc là, on a un quatuor à cordes et un piano. Je passe parce que je sens que c'est un peu long. Hop, un rythme très lent. Alors ça se fait de façon très progressive. Hein. Là, on est au bout de 10 minutes d'écoute. Pareil, on commence sur une émotion, sur ce qu'on appelle un mode mineur, qui est un mode qui représente un petit peu la mélancolie, la tristesse, pour finir sur un mode majeur, qui est plus dynamisant et plus gai. Et voilà, sur le thème sur lequel, le mouvement sur lequel se termine la séance de 20 minutes. Et donc aujourd'hui, on a plus d'une trentaine de possibilités à offrir aux patients. Là, je vous fais écouter de la musique classique. Aujourd'hui, notre travail est aussi développé, notamment avec l'hôpital de Nouméa, au CHU de La Réunion, où ils ont une culture complètement différente, ils écoutent plus de reggae. Donc juste un exemple, là c'est composé par le tromboniste des Wailers, du groupe de Bob Marley, pour vous montrer un esprit complètement différent. Dans un côté beaucoup plus jazz, le but ça dépend des goûts. Parmi vous, il y en a qui préfèrent le premier, peut-être celui-ci. Là, il faut s'imaginer bien allongé, effectivement là, il y a des conditions très spécifiques. Voilà. Donc, comme je disais, tout apport très important. Donc, on adapte, on choisit ce style de musique. Aujourd'hui, on travaille aussi avec l'Orchestre symphonique de Tunis, avec différents compositeurs, et on sensibilise les grands musiciens à travailler avec nous. Donc, très important, la verbalisation. Suite à cette audition musicale, quelles sont les émotions que vous avez ressenties? Est-ce que ça vous a évoqué des souvenirs? Et là, il y a énormément de choses qui se passent. Et c'est pour ça qu'aussi, dans la fonction du musicothérapeute, une formation est importante, notamment avoir des connaissances de relations d'écoute et des notions de psychologie très, très développées. Donc, dans les suites, avec le CHU de Montpellier, donc, on s'est dit qu'on allait standardiser et pouvoir développer cette technique. Aujourd'hui, on travaille dans plus d'une vingtaine de services, aujourd'hui dans différents hôpitaux, hein, que ce soit la réanimation, les centres antidouleurs, les soins palliatifs. Et on a créé et développé un logiciel adapté au personnel soignant qui leur permet d'utiliser cette technique de façon courante, en soins courants. Donc, de façon très, très simple, hein, musique du monde, musique classique. Dans la musique du monde, il y a l'Irlande, le Maghreb, le Brésil, l'Espagne. Aujourd'hui, ça se développe et ça se développe. Et on a développé tout un processus, toute une batterie de recherche dans différents services. Notamment aujourd'hui, je vais vous présenter une étude où on a encore reçu le soutien de la Fondation Médéric Alzheimer. À l'époque, Federico nous a énormément aidé à la réalisation de cette étude, dans l'équipe du professeur Touchon, qui représente la première étude contrôlée, randomisée, la première vraie étude scientifique, avec une méthodologie très rigoureuse, permettant d'objectiver les résultats de la musicothérapie sur le critère principal qui était ici l'anxiété. Pour une première étude, on n'a pas beaucoup pris de risques. On sait que la musique adoucit les mœurs, et peut-être la douleur et l'anxiété, mais il fallait l'objectiver pour commencer. Et donc les résultats sont très importants, et ça corrobore les résultats qu'on observe dans la revue de la littérature, mais on obtient une réduction de l'ordre de 50% de l'anxiété et de la dépression. Puisque sur cette échelle, vous voyez que les groupes étaient effectivement équilibrés au début. 16 semaines, donc 4 mois de musicothérapie. On voit que l'anxiété est divisée par 2 dans le groupe musicothérapie. On arrête les séances de musicothérapie et on voit que 2 mois après l'arrêt des séances, l'anxiété remonte, mais de façon non significative, et pourtant la différence entre les groupes, elle, est bien significative. Donc il y a vraiment un effet de maintien de ces séances. Je voulais en profiter aussi juste très très brièvement, ça c'est sur la douleur, mais des résultats qui viennent d'être publiés il y a quelques mois, pas encore faites dans la maladie Alzheimer, mais à faire, c'est les consommations d'anxiolytiques et d'antidépresseurs. Ici, les patients avaient reçu 120 séances de musicothérapie. Donc c'est vrai que c'est aussi pareil sur 60 jours de traitement, mais les résultats sont impressionnants. Si on peut faire écouter 40 minutes de musique à certains patients, notamment des fibromyalgiques, des douleurs chroniques, ils réduisent par 2 leur consommation d'anxiolytiques. Ça a été démontré dans une grosse revue scientifique, la revue Nature, que la musique stimule la dopamine et stimule les zones qui sont liées à la récompense du cerveau, et notamment aussi les zones qui sont réservées à l'utilisation de drogues,
de sexe ou de nourriture. Donc la musique, effectivement, peut jouer un rôle aussi très important en termes de récompense et peut combler une réduction de consommation médicamenteuse. Donc très brièvement, ça je peux passer. Aujourd'hui, donc, ce logiciel est sur un réseau informatique, on passe par le réseau Internet, ce qui nous permet d'avoir toute une base de données scientifiques, statistiques, et nous faire des études multicentriques. Donc voici un exemple effectivement de différents services qui sont effectivement équipés d'ordinateurs, des tablettes tactiles qui permettent de façon très simple de mettre en place la musicothérapie dans un centre hospitalier ou dans un EHPAD. Aujourd'hui, on travaille avec différentes EHPAD. Donc on est très fiers, après 10 ans de recherche, et grâce à la motivation de toute cette équipe du professeur Touchon, grâce à l'implication de beaucoup de gens, on est l'auteur de plus d'une trentaine de publications dans ce domaine, des centaines de communications scientifiques comme aujourd'hui, et une quinzaine de projets de recherche hospitaliers qui sont aujourd'hui encore en cours avec différents hôpitaux. Ça, c'est les 2-3 diapos de gloire. Après 15 ans de travail, c'est vrai qu'on a eu la grande fierté d'avoir été nominé l'année dernière, enfin fin 2010-2011, aux Victoires de la médecine, grâce à tout ce protocole d'évaluation et de standardisation de la musicothérapie. Et on a aussi remporté le premier prix de l'innovation des soins en 2009. Et là aussi, c'est notre minute de gloire. On a eu un petit passage à la télé. Et là, je vais aussi le mettre pour que vous puissiez aussi avoir le témoignage de patients qui ont utilisé, qui ont bénéficié de la musicothérapie en milieu hospitalier. En espérant que ça marche. Alors, peut-être que je ferme ça. Alors, suspense. Ouvrir, c'est pas mal. L'ouverture cette semaine de la campagne annuelle du Neurodon en faveur de la recherche sur le cerveau et ses maladies. À Montpellier, on utilise de plus en plus la musicothérapie pour soulager les patients atteints de la maladie d'Alzheimer ou encore atteints de douleurs chroniques. Reportage d'Isabelle Marc et Gilles Parot. Séance de soins un peu particulière pour cette jeune femme qui souffre de graves céphalées. 20 minutes de musicothérapie. Elle va entendre un morceau choisi sur une liste et diffusé en 3 phases d'intensité différentes. C'est la première fois, mais les effets sont là. Ça fait un peu comme je pars en voyage, j'arrive à destination et la dernière phase c'est le retour. Au niveau, j'ai moins de mal. Voilà. L'objectif c'est de réduire les consommations médicamenteuses, de favoriser le sommeil et notamment aussi de réduire l'anxiété, la dépression et tous les paramètres, les composantes émotionnelles liées à l'évolution de la maladie. Des bienfaits déjà observés chez des patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Le mari de cette femme a pu en bénéficier jusqu'à la fin de sa vie. C'était extraordinaire parce qu'alors qu'il ne parlait pas beaucoup, à la fin de la séance de musicothérapie, il éprouvait le besoin de nous faire partager ses souvenirs. Ça l'empêchait d'être triste, ça l'apaisait, ça le faisait revivre. La musicothérapie permet l'accès à certaines zones cérébrales qui fonctionnent encore chez le patient Alzheimer. Et il est indispensable d'associer aux médicaments la musique comme moyen thérapeutique. Et nous avons démontré cette efficacité. Voilà, donc ça c'est le petit... C'est notre grande minute de gloire, hein, ça c'est très fier. Il me reste 2 petites diapos, je ne sais pas si je suis bon dans les temps. Donc bonne nouvelle quand même, petit à petit, grâce aux efforts de différentes équipes de recherche en France qui se développent énormément, on arrive à se faire entendre grâce au soutien aussi de beaucoup de gens. L'AHS, donc la Haute Autorité de la Santé, recommande bien sûr les traitements médicamenteux dans ses recommandations et la musicothérapie est même citée aujourd'hui en première intention puisqu'on a la chance aussi d'avoir un outil assez facilement évaluable et donc qui nous permet aujourd'hui quand même d'avoir beaucoup de recherches dans ce domaine. À tel point que ce que disent ces recommandations, des interventions non médicamenteuses appropriées doivent systématiquement être proposées dans un premier temps pour éviter le recours aux antipsychotiques ou autres sédatifs. Elles peuvent permettre de surseoir à un traitement médicamenteux. Et c'est ce qu'on vient de démontrer notamment dans différentes études. Donc effectivement, aujourd'hui, la musicothérapie est utilisée de plus en plus couramment. Et en conclusion et en termes de résultats, que peut apporter la musicothérapie aux patients? Une amélioration avant tout de la qualité de vie. C'est quand même peut-être l'objectif principal qu'on recherche avant même de traiter les troubles cognitifs. C'est comment vit le patient.
diminution des troubles psychocomportementaux comme l'agitation, l'agressivité, bien sûr diminution des troubles affectifs, tout ce qui est composante émotionnelle, anxiété, dépression, amélioration de la cognition, comme le disait cette accompagnante, les rappels d'éléments autobiographiques, et bien sûr aussi une restauration de la médiation sociale. Même à l'hôpital, le premier exemple de la dame qui nous parle de voyage, effectivement, il y a beaucoup de choses à dire. Pour l'institution, la musicothérapie y apporte aussi beaucoup, puisqu'elle favorise une relation d'écoute, d'accompagnement, elle globalise l'offre globale, elle permet une réduction d'usage de psychotropes, une meilleure gestion du temps soignant, ça aussi très important, je n'aurai pas le temps d'en parler, mais on a des résultats très importants aussi sur la meilleure gestion du personnel, et bien sûr ça permet à l'institution de rentrer dans ces bonnes démarches de qualité, de bonnes pratiques professionnelles.